Il existe une poudre noire qui coûte moins d'1 $ et qui retire directement de votre eau potable le chlore, le plomb, les pesticides et des centaines d'autres composés toxiques. Pour de bon. Pas temporairement, pas jusqu'à l'usure du filtre. Cette poudre se régénère elle-même, à l'infini, dans le four de votre cuisine. Elle fait ce travail depuis plus de 4000 ans. Les marins de l'Antiquité s'en servaient pour garder l'eau propre pendant des traversées de plusieurs mois. Les médecins l'utilisaient avant même que les villes aient des canalisations. Toutes les cultures qui ont su maîtriser le feu ont fini par connaître cette méthode et ne l'ont jamais abandonnée. Jusqu'au jour où une industrie de 31 milliards de dollars a compris qu'elle gagnait plus si vous l'oubliez. Ils ne l'ont pas écartée parce qu'elle ne marchait pas. C'est bien ça, le point. Ils l'ont écartée parce qu'elle fonctionnait tellement bien que personne ne pouvait se l'approprier, la déposer ou y greffer une cartouche sur abonnement. On ne brevette pas du bois calciné, on ne facture pas un feu allumé au fond du jardin chaque mois. Et on ne bâtit pas une industrie de 31 milliards sur quelque chose qui se renouvelle tout seul chaque fois que vous allumez votre four. Le marché mondial de la filtration de l'eau valait 31 milliards de dollars en 2023. Il devrait atteindre presque 60 milliards d'ici 2032. Chacun de ces dollars vient de gens qui paient pour résoudre un problème qui a déjà une réponse gratuite. Et voici le chiffre que ce secteur espère vous voir ignorer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau potable gérée en toute sécurité. 2,2 milliards. La solution tient dans un petit bocal en verre. Elle coûte moins qu'un ticket de bus, et presque personne ne la met entre les mains de ceux qui en ont besoin. Je ne vais pas vous dire que c'est une découverte récente. Les anciens Égyptiens utilisaient déjà le charbon de bois pour purifier l'eau vers 1550 avant notre ère. Un papyrus médical de cette époque mentionne l'usage de bois calciné pour retirer les impuretés des liquides. Les Phéniciens, parmi les meilleurs marins du monde antique, brûlaient l'intérieur de leurs tonneaux en bois avant de les remplir pour les longues traversées. Un tonneau d'eau potable qui traversait la Méditerranée vers 600 avant notre ère restait propre et buvable pendant des mois grâce à ce seul geste. Dans l'Inde ancienne, des médecins ont consigné la méthode dans la Sushruta Samhita, un traité médical datant d'environ 400 avant notre ère, en décrivant précisément comment faire passer l'eau à travers du charbon pour la rendre potable. Au XVIIIe siècle, un chimiste suédois nommé Carl Wilhelm Scheele fut le premier en Europe à écrire non seulement ce que le charbon faisait à l'eau, mais aussi pourquoi. Il a expliqué que la surface du carbone attirait et retenait les contaminants, comme un aimant retient la limaille de fer. La méthode ne s'est jamais perdue. Elle a été transmise, recopiée, héritée pendant 4 millénaires. Puis, au XXe siècle, on l'a discrètement chassée du débat à coupe de prix. Vous avez vu ça toute votre vie sans jamais faire le lien. Pensez à ce qui arrive quand vous mettez du pain dans un grille-pain et que vous l'y laissez trop longtemps. L'extérieur noircit. Cette couche noire, c'est du carbone. Des atomes issus du pain. Figés dans une nouvelle structure, dure par une chaleur intense. Maintenant, imaginez qu'on fasse la même chose exprès avec un morceau de bois dur, au point qu'il devienne presque entièrement du carbone pur. C'est ça, le charbon. Et ce que le charbon fait à l'eau, c'est exactement ce qu'un rouleau anti-peluche fait à un pull. Le contaminant se colle à la surface du carbone. L'eau propre traverse. Le contaminant reste. S'il en capture autant, c'est pour une seule raison, la surface. Imaginez une éponge de cuisine de la taille de votre poing. Maintenant, imaginez qu'on déplie chaque pore à l'intérieur, qu'on aplatisse complètement chaque paroi interne. La surface cachée dans cette éponge est bien plus vaste que son extérieur ne le laisse croire. Maintenant, imaginez la même chose avec une seule cuillère à café de charbon actif en poudre. Les tunnels internes, les replis et les pores microscopiques contenus dans cette cuillère représentent à peu près la surface d'un court de tennis en simple. Une seule cuillère à café, plus de surface d'accroche pour les contaminants que la plupart des gens n'ont d'espace au sol chez eux. Voilà pourquoi il en retient autant, et voilà pourquoi il doit être assemblé correctement pour fonctionner. Voici ce qu'il vous faut, et je veux être franc avec vous sur chaque chiffre. Du charbon actif en poudre de qualité alimentaire. Vous en trouverez en ligne ou en magasin bio pour environ 2 $ le petit sachet, assez pour fabriquer plusieurs filtres. L'étiquette doit porter la mention « qualité alimentaire » ou « apte au contact alimentaire ». C'est le seul critère qui compte. Le charbon actif, fabriqué à partir de coques de noix de coco, a généralement les pores les plus fins et les plus serrés. Et c'est celui qui marche le mieux pour filtrer l'eau, mais le charbon actif issu de bois dur fonctionne très bien aussi. Les deux feront l'affaire. Une bouteille en plastique propre ou un grand bocal en verre, une vieille bouteille de soda de 2 litres convient parfaitement. Vous allez la couper puis la retourner, donc la marque n'a aucune importance et la forme n'a pas besoin d'être parfaite. La plupart des gens en ont déjà 3 chez eux. Un morceau de tissu,
Un vieux t-shirt en coton découpé grossièrement en cercles. Un filtre à café plié en deux. Un morceau d'étamine. Le tissu ne filtre pas l'eau. Il maintient juste la poudre en place pendant que l'eau passe. Rien de spécial n'est nécessaire. Du sable fin. Pas du sable de plage, qui contient du sel et des matières organiques. Du sable pour jardin ou chantier acheté en magasin de bricolage, juste assez pour remplir une tasse. Comptez environ 2 $, ou 0 si vous en prenez dans un lit de ruisseau propre et que vous le rincez bien avant usage. Du petit gravier ou des cailloux propres, juste une bonne poignée. Le même magasin de bricolage en vend souvent au poids, sinon vous pouvez en ramasser dehors. Et c'est vraiment tout. 5 $, et en réalité, 2 de ces 5 éléments sont déjà chez vous, à l'heure qu'il est. Voici l'erreur que la plupart des gens commettent. Ils tassent le charbon trop peu. La poudre entre, l'eau trouve un vide le long de la paroi, file tout droit par là en ne touchant peut-être qu'un tiers du charbon, puis ressort à peine nettoyé. On le voit parce que l'eau passe vite, trop vite pour être rassurant. On croit que ça marche parce que la poudre noire est bien là, mais l'eau la contourne comme une rivière contourne un rocher. Elle prend le chemin le plus facile et saute presque tout le temps de contact. Le liquide paraît clair parce que la poussière de charbon reste invisible à faible dose, mais il a encore un goût de produit chimique. Le filtre est là, et pourtant il ne filtre pas. Quand ça marche, l'eau avance lentement. Même dérangeamment lentement la première fois qu'on le voit. Une seule tasse d'eau met de 30 secondes à 1 minute entière pour traverser un filtre bien tassé. Ce n'est pas un défaut. C'est précisément comme ça que le système agit. Cela veut dire que chaque goutte reste assez longtemps au contact de la surface du charbon pour que les contaminants s'y accrochent, et y restent. Repensez au rouleau anti-peluche. Si vous le passez vite sur un pull, la moitié reste. Si vous le passez lentement, bien plaqué du début à la fin, il attrape tout. Lent veut dire propre. Rapide veut dire passage. Voici comment le fabriquer. Prenez votre bouteille de 2 litres et coupez nettement le fond au couteau ou au ciseau, à environ 8 cm de la base. Retournez-la, goulot vers le bas, posez-la dans un verre ou un bol pour qu'elle tienne droite toute seule. Vous avez maintenant une forme d'entonnoir qui gardera les couches en hauteur et laissera goûter l'eau filtrée par le goulot dessous. Découpez votre tissu en cercles, un peu plus large que le goulot. Enfoncez-le dans le col par l'intérieur, jusqu'à ce qu'il repose bien à plat, bien calé à l'endroit le plus étroit. C'est votre fond. Il maintient tout ce qui est au-dessus. Appuyez avec un doigt jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Ajoutez une couche de petit gravier sur le tissu, juste assez pour le couvrir entièrement sur l'épaisseur d'1 pouce. Le gravier n'est pas un filtre, il apporte du poids et de la structure. Il empêche le sable au-dessus de pousser à travers le tissu et de boucher l'écoulement. Tassez-le doucement pour bien l'aplanir. Versez maintenant le sable fin sur le gravier. Remplissez jusqu'à la hauteur d'une main entière, doigt serrés et posés à plat. Tassez avec la paume par un lent mouvement circulaire, de façon à compacter sans laisser de poche d'air visible, ni d'espace entre le sable et la paroi à aucun endroit. Passez le bout du doigt tout autour du bord intérieur. Si vous sentez un sillon ou un creux, refermez-le en tassant. Maintenant, le charbon. Versez-le sur le sable jusqu'à la même hauteur, environ une main entière, et faites maintenant l'étape que presque tout le monde saute. Tassez-le. Pas au point de l'écraser en bloc compact, mais assez fermement pour fermer chaque vide d'air. Utilisez le manche d'une cuillère, travaillez du bord extérieur vers le centre, en appuyant légèrement et en tournant la bouteille d'un quart de tour à chaque fois. Appuyez, tournez, appuyez, tournez. À la fin, la couche de charbon ne doit ni glisser ni rouler si vous inclinez un peu la bouteille. Elle doit paraître ferme et bien en place, pas lâche ni mobile. Chaque vide que vous fermez est un raccourci que l'eau ne pourra plus prendre. Ajoutez une deuxième couche plus fine de sable sur le charbon, environ la hauteur de 2 doigts. Cette couche sert de préfiltre. Elle retient les particules plus grosses de l'eau entrante avant qu'elles n'atteignent le charbon et ne commencent à boucher ces minuscules pores de l'extérieur vers l'intérieur. Posez encore un morceau de tissu tout en haut. Il retiendra les plus gros dépôts avant même qu'il touche le sable. Ici, pas besoin de le serrer. Vous ne cherchez pas à fermer. Laissez-le juste bien à plat. Passez maintenant au premier rinçage et ne sautez surtout pas cette étape. Versez lentement une tasse entière d'eau claire dans le haut du filtre. Récupérez ce qui sort en bas et jetez-le. Au début, l'eau sera gris foncé, presque noire. C'est normal. Ce sont les particules de charbon restées libres, non suffisamment tassées contre les autres, que l'eau emporte. Jetez-la. Versez une deuxième tasse. L'eau sera gris plus claire. Jetez-la aussi. À la troisième tasse, l'eau devrait sortir limpide. Si elle est encore grise après 4 tasses, votre couche de charbon est trop lâche. Retirez-la, tassez-la plus fermement et recommencez le rinçage. Quand l'eau sort claire, c'est prêt. Versez lentement une tasse de votre eau du robinet habituel sur le tissu du dessus. Laissez la gravité faire tout le travail. N'appuyez pas. Ne versez pas vite.
laissez simplement l'eau descendre à son rythme, récupérez-la dans un verre propre. Levez le verre devant une fenêtre. L'eau doit être parfaitement limpide, pas à peu près, pas presque, limpide. Maintenant, sentez-la. L'eau du robinet de la plupart des réseaux municipaux porte une odeur chimique nette à cause du chlore utilisé au traitement. Cette odeur devrait avoir disparu, ou presque, du verre que vous tenez. Goûtez-la maintenant. C'est là que les gens sont surpris, à chaque fois. La différence n'a rien de subtil. Une eau passée dans un filtre au charbon actif bien tassé a un goût net, propre et neutre, qu'une carafe filtrante du commerce obtient rarement tout à fait. Parce que ces cartouches contiennent par conception une couche de charbon bien plus fine. Couche plus fine veut dire temps de contact plus court. Donc cartouche à remplacer plus vite en apparence, donc nouvelle cartouche à acheter plus tôt. Le filtre que vous venez de fabriquer contient une couche de charbon 3 fois plus épaisse qu'une cartouche standard du commerce. Et voici la partie qui change complètement l'équation économique, celle que les fabricants de filtres ont le plus intérêt à vous cacher. Après plusieurs semaines d'usage, quand vous sentez le goût revenir ou une légère odeur de chlore réapparaître à la sortie, le filtre n'est pas usé. Le charbon n'est pas mort. Il est saturé. Chaque pore est occupé par une molécule contaminante. Plus rien ne peut s'y fixer, car il n'y a plus de surface libre. Le charbon doit se vider. Sortez la couche de charbon du filtre. Étalez-la en couches fines et régulières sur une plaque de cuisson, pas plus épaisse qu'un crayon, pour que la chaleur atteigne chaque grain. Glissez-la au four à environ 200 degrés Celsius, soit 400 degrés Fahrenheit si votre four est réglé à l'américaine. Programmez 30 minutes. Dans ce four, il se produit l'inverse de ce qui s'est passé dans votre filtre. La même énergie thermique qui a attiré les contaminants à la surface du charbon les enchasse maintenant, sous forme de vapeur, vers le haut puis hors du four par l'aération. Les pores se rouvrent, la surface se vide. Une fois le charbon refroidi sur le plan de travail, attendez 20 minutes, vous avez entre les mains une cuillère à café de poudre prête à filtrer de nouveau. Pas en partie. Pas avec une capacité réduite, avec la même surface active qu'au premier jour. Ce processus peut être répété des dizaines de fois avant que la structure physique du charbon commence à s'affaiblir sous l'effet des cycles de chauffe répétés. Un sachet. 2 $. Recharger, utiliser, recharger, utiliser. Un seul petit sachet peut couvrir 1 an ou plus d'usage quotidien pour une famille. Comparez maintenant avec un système de filtration de comptoir standard d'une grande marque. L'appareil lui-même coûte entre 40 et 400 $ selon le modèle. Les cartouches de rechange coûtent entre 30 et 60 $ pièce et doivent être remplacées tous les 2 à 4 mois. Une famille de 4 personnes qui filtre seulement l'eau de boisson et de cuisine utilise entre 3 et 6 cartouches par an. Cela représente entre 90 et 360 $ par an, chaque année, sans fin et sans plafond. Sur 10 ans, une famille équipée de ce système aura dépensé entre 900 et 3600 $ rien qu'en cartouches. Laissez ce chiffre faire son chemin. Maintenant, regardez dans l'autre sens. Si une famille peut remplacer cette dépense annuelle par 2 $ de poudre rechargeable, qu'est-ce que cela représente pour 10 familles dans le même quartier? Le même sachet à 2 $, partagé à l'échelle d'un groupe, ne coûte à chaque foyer que quelques centimes par an. Qu'est-ce que cela change pour un puits communal dans une zone rurale sans station de traitement? Pour une école dans un secteur où les analyses d'eau révèlent un taux de plomb élevé et où l'établissement n'a pas les moyens d'un système industriel? La poudre tient dans un sachet qui entre dans un sac à dos. Le four est déjà là, les bouteilles sont déjà là, le tissu est déjà là. Pas d'installation, pas de plombier, pas d'abonnement, pas de facture, pas d'infrastructure, pas besoin de demander la permission. 2,2 milliards de personnes sans eau potable sûre. Un bocal de poudre noire. Ce silence n'est pas un accident. Ce silence est un modèle économique. Je veux maintenant être honnête sur les cas où cela fonctionne moins bien, parce qu'un tutoriel qui ne donne que les bons côtés cherche à vous vendre quelque chose. Le charbon actif est remarquable pour éliminer le chlore, les chloramines, les composés organiques volatiles et les sous-produits chimiques des rejets industriels et des pesticides agricoles. Il traite assez bien le plomb et le mercure. Il enlève de façon fiable le goût, l'odeur et la couleur visible de l'eau, sans ajout chimique. En revanche, il n'élimine pas efficacement les nitrates dissous, contamination liée à l'usage intensif d'engrais près des puits agricoles. Il ne tue pas non plus, et ne retient pas les bactéries, ni les virus. Si votre source d'eau est contaminée biologiquement, si vous puisez dans une rivière, une mare, un puits proche du bétail, ou toute source pouvant contenir des bactéries fécales, le charbon seul ne suffit pas. Faites d'abord bouillir l'eau. L'ébullition élimine le vivant. Le charbon nettoie ensuite la chimie. Ensemble, et dans cet ordre, ils répondent à presque tous les problèmes qu'une eau domestique peut poser. Mais l'ordre compte.
Ne sautez pas l'étape de l'ébullition si vous avez la moindre raison de penser que la source est biologiquement active. Le processus de recharge a lui aussi ses limites. Après un très grand nombre de cycles, davantage que ce que la plupart des gens atteindraient en 1 an de filtration domestique normale, la structure microscopique des pores du charbon commence à s'effondrer sous l'effet des chauffes et refroidissements répétés. Quand cela arrive, vous remarquerez que l'amélioration du goût devient moins nette, même après un nouveau passage au four. À ce stade, la couche de charbon doit être remplacée. Elle coûte 2 $. La bouteille, le gravier, le sable, le tissu, le bocal, tout le reste identique. Vous ne remplacez qu'un seul consommable, après une durée d'usage qui, avec des cartouches du commerce, vous aurait coûté des centaines de dollars. Il y a, dans un musée de Sidon au Liban, un tonneau à eau. On l'a exhumé des ruines d'un entrepôt portuaire phénicien. L'intérieur est noirci, selon un motif qui évoque une combustion volontaire plutôt que les traces d'un incendie. Ce tonneau, ou un autre du même genre, gardait l'eau potable saine durant une traversée il y a 2500 ans, alors que les marins à bord n'avaient aucun mot pour désigner les molécules, aucune notion de surface, aucun laboratoire pour leur dire pourquoi ça marchait. Ils savaient que ça marchait parce que leur père le leur avait montré, et leur père le savait parce que leur grand-père le leur avait montré, et quelque part, au début de cette chaîne, il y a eu quelqu'un qui a remarqué que l'eau conservée dans un récipient calciné n'avait pas le même goût que l'eau gardée dans un récipient intact, et qui a décidé d'y prêter attention. Il existe un exemplaire du Sushruta Samhita dans les collections de la Wellcome Library à Londres. Le passage concerné, en traduction, décrit la filtration de l'eau à travers du charbon comme une méthode de purification à la portée de n'importe quel foyer. C'était écrit en Inde 14 siècles avant que la chimie moderne ait les mots pour dire ce que faisait le charbon. Ce savoir était si ancien, ce savoir était si répandu, ce savoir était si limpide. Votre filtre, c'est le même objet. Le tonneau phénicien gardait les marins en vie. Le médecin indien permettait aux malades de boire. Le vôtre permettra à votre famille de boire. La chimie a toujours été là, dans chaque feu qu'on a allumé, dans chaque morceau de bois calciné resté sous la pluie, en laissant l'eau le traverser propre, dans la structure poreuse du carbone, en attente de quelqu'un qui le tasse dans une bouteille et laisse la gravité faire le reste. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici, peut-être une facture d'eau qui n'arrête pas de grimper, peut-être un reportage sur des canalisations en plomb qui vous a tenu éveillé, ou juste cette sensation très simple de ne plus jamais vouloir payer 60 $ pour une cartouche de filtre. Peu importe. Dans tous les cas, ça marche.